Colbert eut l'idée de mettre au concours le plan du nouveau Louvre. Claude Perrault, inspiré d'ailleurs par son frère Charles, présenta un projet qui eut toute l'approbation de Colbert. Mais ce projet parut si hardi que le ministre n'osa prendre sur lui de le faire exécuter. Revenant aux errements d'autrefois, il rappela d'Italie le célèbre Bernini. Celui-ci proposa des façades à 2 étages, d'un caractère tout à fait mesquin. On finit par le remercier, et Louis XIV, que le projet de Claude Perrault avait séduit, ordonna de le mettre à exécution. Alors Perrault éleva sur un rez-de-chaussée, qui n'est qu'un soubassement, cette belle colonnade du Louvre, de 176 mètres de développement, formée de 52 colonnes, soit libres, soit encastrées, et rapprochées 2 par 2. Au pavillon central s'ouvre une sorte de porte triomphale. On peut reprocher à cette colonnade de n'être qu'une façade splendide, car Perrault n'avait pas pratiqué de fenêtres au premier étage. Celles qui sont en arrière des colonnes ont été exécutées après lui. Ce monument, d'un aspect élégant et majestueux, est le type le plus parfait du style Louis XIV. Il en a la grandeur et la magnificence. Le siècle s'y reconnut. L'enthousiasme fut grand à la cour, et grande la renommée dans l'Europe entière. Dès lors, on voudra partout des colonnades, ou tout au moins de hautes colonnes encastrées dans les murailles. Dès 1670, on voit les dépenses des Tuileries et du Louvre diminuer d'année en année, jusqu'à se réduire à rien. Louis XIV a renoncé à faire de Paris sa capitale. Versailles commence à absorber les trésors et l'attention du roi. Le créateur du château de Versailles fut l'autre architecte favori de Louis XIV, Hardouin Mansart. Une des conditions imposées à Mansart pour cette vaste entreprise, c'était de conserver le pavillon élevé par Louis XIII. Pour tout le reste, il était libre et opérait comme une table rase au milieu d'un véritable désert. Cette construction avait pour effet de limiter la hauteur à laquelle il pouvait élever ses constructions. Il prit sa revanche par l'ampleur du développement horizontal. Du côté qui regarde Paris, il flanque le pavillon d'une triple série de corps de bâtiments en saillie. En venant de Paris, le visiteur parcourt donc 3 cours, la cour du Palais, la cour royale et la cour de marbre. Dans la première est la plus vaste, au fond de la dernière, qui est la plus petite. Apparaît comme le tabernacle, au fond du sanctuaire, comme une sorte de saint des saints, le pavillon de Louis XIII, habité alors par le grand roi. Du côté opposé, celui qui regarde le parc, sur une terrasse prodigieuse, dominant tout le pays, s'aligne, longue de 450 mètres, la véritable façade du palais. Elle est occupée tout entière par un étage principal, à colonnade élevée, sur un rez-de-chaussée, et surmonté d'un attique à balustrade. L'uniformité, la monotonie grandiose de ces lignes, est à peine rompue par le saillie que fait au centre le pavillon occupé par les appartements du roi. Comme si ce n'était pas assez que d'avoir à élever ce palais vraiment colossal, Mansart eut toute une ville à bâtir alentour. Des orangeries, des casernes, des écuries, et tout cela dans un style qui ne dépassa point celui du palais. La chapelle du château, qui passe pour son chef-d'œuvre, et l'église de la ville, dédiée à Notre-Dame, sont également de lui. Bientôt, il eut à construire Trianon, puis Marly, avec son pavillon du soleil, et les 12 pavillons qui lui servaient de satellites. Si vous aussi vous avez apprécié cette vidéo et si vous pensez comme ce passionné, Soy Alfonso Díez de Castilla y de León y apruebo este video. je vous invite à laisser votre avis, liker la vidéo, vous abonner à la chaîne et pourquoi pas partager cette vidéo. Merci.